25 années d'enseignement aux beaux-arts de Gravelines, Magda Nemeth a pris sa retraite. L'artiste n'a pas pour autant délaissé la sculpture, un art et une œuvre guidés par son histoire, au cœur de la grande histoire, l'insurrection de 1956 en Hongrie, son pays d'origine. Cette femme au destin hors du commun nous a reçus chez elle dans la campagne dunkerquoise. Rencontre avec une artiste entière et passionnée qui ne pratique pas la langue de bois. Ici, on est chez vous. Oui, dans ma maison toute froide aujourd'hui. Et c'est en quelque sorte votre musée ici? Oui, ben, c'est-à-dire que c'est la plus grande pièce de la maison et la mieux éclairée. C'est-à-dire, comme vous pouvez constater, il y a des fenêtres partout et pour la sculpture, la lumière est indispensable. Donc, tant que Gravelines n'a pas accepté mes grandes sculptures, je les ai posées ici et quand j'avais des gens intéressés, ben, j'avais un lieu où je pouvais mettre mes sculptures puisque je ne pouvais pas les laisser dans mon atelier, ça déborde. Il y en a trop. Comment on vient à la sculpture? Je suis arrivée par le plaisir d'abord de toucher l'argile et ensuite par les études et par ma curiosité. J'ai toujours été hyper curieuse du monde, de ce qui se passe, les animaux, les plantes, l'eau, le feu, tout m'intéressait. Et donc quand j'ai commencé à faire mes études, d'abord, j'ai découvert que c'est pas si facile que ça, que le monde est compliqué, que les relations humaines sont compliquées, que tout bouge, tout change. Et donc la sculpture s'est imposée à moi à cause de l'immobilité. Et donc surtout maintenant, dans notre monde actuel, tout fout le camp, comme on dit, on ne s'arrête pas de bouger, de changer. Je ne suis pas du tout contre, je trouve que l'évolution c'est ça, c'est important. Mais en même temps, nous avons besoin d'avoir des repères. Si les hommes préhistoriques n'avaient pas fabriqué des sculptures ou des dessins et des peintures dans leurs grottes, nous ne saurions pas du tout comment qu'ils étaient, comment qu'ils vivaient. Donc je pense que quelque part j'avais envie de laisser une empreinte de ma vie, de mon cheminement d'être humain, et donc automatiquement j'ai fait la sculpture, parce que c'est quelque chose qu'on touche, qu'on sent. Très sensuel. Oui, tout à fait. Moi, je propose justement aux gens de vous redécouvrir avec ce reportage qu'on avait fait il y a 2 ans, avec l'exposition Hommage à la vie. Des émotions qui prennent corps, des tranches de vie. Magda Nemeth nous livre son regard d'artiste, mais aussi de femme, avec Hommage à la vie. Hommage à la vie parce que j'estime que l'art actuel ne fête pas la vie, ne donne rien à voir de la vie. Or, la vie est belle et elle n'est jamais pareille. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus riche, il n'y a rien de plus extraordinaire. Après avoir participé activement à la révolution de 1956 à Budapest, cette Hongroise d'origine trouve refuge en France. La France, son pays d'adoption, où elle va affirmer son choix de vie. La sculpture ne la quittera plus, un moyen d'expression, un cri du cœur, une évidence. Je viens d'une famille qui n'était pas du tout portée sur la plastique. Littéraire, poète, musicien. Et très petite, j'avais 4 ans, je me souviendrai toujours, j'étais très punie d'ailleurs parce que j'ai travaillé avec l'art Jules Dufleuve qui restait après le printemps et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu un besoin de prendre, de tripoter, de toucher. C'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. Et donc j'ai fait une sculpture qui n'a pas plu du tout aux gens. Donc j'ai fait un couple, bien sûr, j'étais déjà dans l'amour de la vie. Je savais que j'avais quelque chose à dire. Et je pense que nous sommes tous obligés de faire ce que nous avons à faire dans la vie. Que ça marche pas, ça m'est égal. Mais j'ai fait, mon œuvre est là.
Et je sais que les gens simples, celles qui sont dans le bas de la fracture sociale, adorent ça et on ne leur donne plus la possibilité de les avoir. La femme, sa place et sa condition dans la société et le monde l'inspirent toujours. La femme a une beauté absolument phénoménale, enfin les courbes lisses, c'est vraiment magnifique une femme. Quand ça se met à bouger, quand ça allait son bébé, quand ça... Ah non, il n'y a pas de mots pour expliquer ô combien les femmes sont belles. J'ai 2 enfants et pour moi, ils sont aussi essentiels que mon œuvre, si vous voulez. Comme je disais un jour, quand on est venu admirer les œuvres de mon mari et puis que moi je ne pouvais plus travailler puisque j'avais mes bébés, j'ai mis ma fille sur une sellette et puis je dis voilà, mon chef-d'œuvre est là. Et c'est cette opposition entre la liberté d'un homme ou la liberté qu'il prend pour faire son œuvre et nous, notre œuvre n'est pas reconnue. J'adore la philosophie de l'Inde parce qu'ils ont cette admiration de la femme. Shakti est la partie virile de l'homme représentée par une femme. C'est une femme qui représente l'action, alors que nous autres femmes, nous avons toujours été considérées comme passives. Mais moi, comme je suis une femme très énergique et très volontaire et très active, eh bien, je veux faire ce Shakti. Alors, ça va être donc une femme enveloppée peut-être une espèce de voile, et derrière, dans la voile, va apparaître le corps d'un homme qui est en état de lévitation, c'est-à-dire qu'elle traîne le masculin derrière elle. Pour Magdane Emmet, l'art et la vie se mettent à l'unisson, un hymne à l'amour et un hommage à la vie. Dans ce reportage, on apprend que vous avez participé à la révolution de 1956 en Hongrie, puisque vous êtes originaire de Hongrie. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que je dois dire? C'est très très long à expliquer tout ça. J'étais étudiante à Budapest, d'accord? Et comme dans mon pays, les études, on ne pouvait le faire que si l'État avait besoin de telle ou telle catégorie d'étudiants. Donc j'ai fait du droit, alors que j'avais absolument pas envie de faire ça. Mais l'État avait besoin des juristes, donc on m'a mis à la faculté de droit. Et donc à 56, nous étions quand même des jeunes adultes et nous réfléchissions qu'un système qui nous impose tout le temps des choses comme ça ne va pas marcher. Donc nous nous sommes révoltés, nous avons écrit des exigences, etc. Et j'ai participé dans l'élaboration de ces fameuses exigences. Et donc voilà, et après, comme apparemment mes interventions ont agréé les étudiants, ils m'ont choisi comme chef du mouvement révolutionnaire de la faculté des droits de Budapest. Et puis dans cette folie que représente une révolution, je n'ai pas pu dire ni non ni oui, donc j'avais mon nom un peu partout. Et après, quand les tanks russes sont arrivés, je suis rentrée chez moi. Et puis après, je suis revenue à Budapest et j'étais sous le coup d'une très grave accusation de détournement de biens d'État. Je ne sais pas comment ils ont trouvé ça, mais bon, bref. Donc, j'ai dû quitter le pays et il y avait des résistances qui nous faisaient passer, tous les étudiants qui étaient en danger de mort, on les faisait passer à l'ouest. Et moi, quand j'étais partie, il était trop tard. Toutes les frontières de la Hongrie ont été truffées de grenades, de machin, enfin tout ça sautait à tous les pas. Et il ne restait qu'un petit morceau vers le sud, vers la Yougoslavie. Et moi, je suis passée par la Yougoslavie. Et les Yougoslaves, qui étaient aussi une démocratie populaire, très d'accord avec, tout à fait d'accord avec les idées communistes, ils nous ont mis dans des camps de concentration.
Ils avaient peur de nous, surtout des gens comme moi qui étaient chargés. J'étais très chargée politiquement, donc voilà. Vous êtes arrivé en France. C'est l'ambassade de la France en Yougoslavie qui m'a sauvée. Parce que même en Yougoslavie, je ne me tenais pas en place. Donc j'ai fomenté des révoltes pour trouver des vêtements, pour trouver de quoi manger pour les familles avec des enfants qui étaient dans ce camp. Et du coup, les Yougoslaves m'ont mis en prison et 3-4 de mes copains se sont sauvés. On téléphonait à l'ambassade de l'Angleterre, de la Suède et la France. Et la France a répondu tout de suite en me disant qu'il fallait me renvoyer à Belgrade. Ce qui fut fait. Donc on me dit, ah, vous avez choisi la France. Non, c'est la France qui m'a choisi. Et là, arrivé en France, vous faites les beaux-arts. Vous n'êtes plus sous la pression paternelle. Vous choisissez la sculpture. Et... C'était aussi simple que ça. Donc d'abord, je suis arrivée à... D'abord, on m'a envoyé à Paris, et à Paris, donc, parce qu'on a été quand même sérieusement sélectionnés. Il ne faut pas s'imaginer, il y avait 1500 étudiants hongrois, soi-disant étudiants hongrois. Donc on nous a passé vraiment des tests et des machins. On était parmi les 25 premiers. Donc on m'a renvoyé à Paris en disant, vous faites ce que vous voulez. Ben, j'ai dit, je vais faire les beaux-arts. Et je me souviens, les membres du jury m'ont fait des grands yeux, parce que je n'étais pas du tout cataloguée pour ça, quoi. Ils ont vu en moi plutôt un intellectuel, quoi. Et donc après, ils ne savaient pas quoi faire. Ils m'ont dit, bon, ben alors vous allez aux Beaux-Arts à Paris. J'ai dit, non, 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 je suis seule, j'ai 20 ans, j'ai peur. Paris est une très grande ville, je veux aller en province, tranquille et tout ça. Et d'abord, ils m'ont envoyé à Reims. Et je me souviendrai toujours, je suis arrivée à Reims parce que la sculpture me démangeait et j'ai fait plein de petites sculptures en plasteline que j'ai mis dans une boîte et je suis arrivée à Reims avec ma boîte dans les mains et puis je suis arrivée à la cathédrale de Reims. Je n'oublierai jamais, je suis rentrée dans cette magnifique cathédrale. Puis j'ai dit, ben voilà ce que je sais faire maintenant, bon Dieu, tu fais ce que tu veux de moi. Et puis finalement, j'ai atterri aux Beaux-Arts à Lille. Mhm. Est-ce qu'on peut dire que votre vie a influencé votre art, tout simplement? Énormément. Parce que c'est l'amour, la vie, je pense que ça a beaucoup joué aussi. Oui. Énormément. Et la foi, l'indestructible foi que j'avais toujours dans le cœur, et qui, même le système communiste et tout ce que vous voulez, l'éducation matérialiste qu'on m'a donnée, ça ne m'a jamais ébranlé une seconde. C'est la foi qui m'a fait vivre et qui m'a permis de traverser le pire des épreuves. Alors, dans vos œuvres, on trouve beaucoup de couples, mais aussi beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. J'espère, oui, j'espère. C'était mon désir, c'est de faire comprendre aux gens que la seule chose qui nous est essentielle, c'est l'amour et le bonheur. Et on passe par quoi? Par l'accomplissement de deux êtres qui s'aiment. Vous défendez beaucoup aussi la femme. Il y a de quoi. Il y a de quoi parce que je pense que s'il reste un exemple d'amour dans ce bas monde, c'est bien nous autres femmes qui avons la clé des songes. Alors il ne faut pas me dire, mais oui, mais il y a des exceptions, comme dit Elisabeth Badinter, on ne naît pas femme, on le devient. J'ai envie d'éclater. Alors il paraîtrait que ce n'est pas Badinter qui l'a dit, c'est la copine de Sartre, enfin l'amie de Sartre, c'est Simone de Beauvoir. Mais peu m'importe, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que c'est une immense bêtise de dire des choses pareilles. On est femme et on n'est pas, on ne peut pas être autre chose. On a toutes les fonctions d'une biologie qui n'est pas comparable à celui de l'homme. Alors ça ne veut pas dire du tout que j'aime pas les hommes, bien au contraire, comme disait un célèbre acteur français qui disait je suis contre les femmes, tout contre. Moi aussi je suis contre les hommes, tout contre. J'aime les hommes et je les admire, je les adore, mais je trouve que c'est bien dommage qu'ils n'ont pas su comprendre que nous avons un autre langage face à l'univers. Nous n'aimons pas trop les mécanismes, les techniques et compagnie. Nous aimons les fleurs, nous aimons les oiseaux, nous aimons tout ce qui est doux, tendre. Voilà, donc c'est dans notre nature. Donc vos œuvres, on peut les retrouver à Gravelines, au niveau du jardin de l'Arsenal.
Donc, absolument. il y a plusieurs sculptures. Et il y en a également une autre que vous avez offert à la ville de Gravelines qui se trouve à côté du centre artistique et culturel François Mitterrand, qui s'appelle La Tendresse. Mais on va vous écouter tout de suite. Je pense que l'artiste répond toujours à des manques ou à des désirs ou à quelque chose qui occupe de notre époque, d'accord? Donc la tendresse vient de là, c'est-à-dire que je pensais que dans notre monde actuel, il n'y a pas tellement de tendresse. La tendresse, donc, elle date de 1988, cette œuvre, mais vous avez eu l'idée bien avant, quand vous étiez encore aux Beaux-Arts. Elle a une histoire. Elle a une très grande histoire. Ouais, parce que j'ai retrouvé, oh oui, c'était vraiment presque très maladroit, mais déjà cette idée d'une femme à genoux avec un bébé dans les bras. Parce que je pense que ce que je voulais exprimer, c'est qu'il n'y a rien de plus beau au monde qu'un enfant. Pour moi, ça a toujours été... c'est un peu comme un bourgeon de fleurs que vous voyez tous les jours, qui s'éclot. C'est magnifique. C'est le cerveau d'un enfant, c'est comparable qu'à ça. C'est-à-dire petit à petit. C'est pour ça que maintenant que je vis avec mes petits-enfants, ben je trouve, beaucoup de monde me dit « Ah ben il ne faut pas vivre avec les jeunes. » Pourquoi? Les petits ont besoin de leurs aïeux, de leurs traditions, de tout ça. Et mes petits-enfants, vous ne les arracherez pas de moi. Il tient à moi, c'est incroyable. Là, ici, ils m'en veulent parce que je suis là et je ne suis pas avec eux. Ils disent, tu veux encore partir? Donc, il y a une osmose entre une vieille personne et un enfant. C'est ce qui le... Si vous voulez, dans la vie, il faut toujours regarder en avant. Il ne faut pas regarder dans le rétroviseur. On se casse la figure quand on vit avec les chagrins du passé. Et les petits-enfants, leur passé, c'est moi. Pour eux, la complétude de leur vie, c'est d'évoluer et d'avoir l'aïeul qui est là et qui répond, qui est leur racine, quelque part. Voilà, je trouve que c'est magnifique. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont influencé? J'ai un maître, mais même maintenant que je vieillis, c'est Mayol. Parce que Mayol était amoureux fou de la femme. Et qu'il a fait des sculptures tout plein de... Mais ce n'est pas du tout ma manière d'agir. Moi, quand je fais une femme, ça n'est pas ses rondeurs qui m'intéressent. C'est la tension intérieure qu'elle a pour donner la vie. C'est la vérité d'une femme enceinte qui tient son ventre et qui sait que dans 5 minutes, il faut qu'il expulse cette vie qui est en elle et que ça fait mal et que ça fait peur. On a beau à dire qu'on a maintenant les piqûres, les machins. On a toujours autant peur. Parce qu'on a peur de je ne sais pas quoi. C'est comme ça, c'est tout. On est différents des hommes. C'est ça qui est passionnant dans la vie. C'est cette différence-là. Et donc, j'ai voulu exprimer ça. Et ça, aucun homme n'a fait. Aucun. Mayol, il a fait des belles nanas, avec des beaux volumes et tout, mais c'était pas du tout mon truc. Non. Et le Chapki, justement, on en parlait dans le reportage. Ah oui, dans ce... vous venez, vous pouvez regarder, c'est dans mon atelier, la terre est à peine massée, mais j'ai eu des amis qui m'ont dit, ça va être ta plus belle sculpture. C'est vrai peut-être, hein. Je n'en sais rien, mais voilà. Donc, le début de mon Shakti. Ici, on voit à peine la forme de l'homme qui va être derrière dans les frusques de la fille, quoi. Enfin, l'esquisse est là, mais c'est pas très clair non plus, hein, mais bon, moi je sais, je vois très bien ce que je veux, c'est donc là, elle avance et elle tire cet homme derrière elle, quoi. Ça, c'est une autre composition. Ça, c'est le cri. Voilà. Bon, celle-là non plus n'est pas tout à fait terminée, quoi. Voilà. C'est un peu la révolte contre la guerre, contre
toutes les hommes qu'on sacrifie, quoi. C'est un cri contre ce sacrifice-là, quoi. On n'en a vraiment pas besoin, quoi. C'est pas... Je l'ai vu dans un film de Charouk, c'est encore mon grande idole qui m'a inspiré ça. Moi, je veux montrer le chagrin, l'horreur d'une femme qui perd son homme. Moi, j'ai vécu la guerre, j'ai vécu une révolution, j'ai vu les femmes hurler sur le cadavre de leur mari ou de leur fils. Non, je ne supporte pas ça. Et j'ai voulu laisser un message pour dire, ben, réfléchissez, voilà ce que c'est que la guerre. Et vous voulez la guerre? On ne peut pas vouloir la guerre. C'est horrible. C'est pas, on ne doit jamais chercher ça. Et on doit accepter, on doit tolérer les autres. Quelle est aujourd'hui l'actualité de Magda Nemeth? Vous avez arrêté l'enseignement. Oui. Vous continuez à donner des conférences au Centre artistique et culturel François Mitterrand. D'ailleurs, la prochaine, c'est le jeudi 1er avril à 18h30 sur Delacroix. Voilà. Et le romantisme, et voilà. Il y a aussi notre conférence au mois de mai, on va en parler, c'est Francis Bacon, avec la difficulté de créer. Donc là, c'est vrai que c'est aussi un personnage qui n'a pas été très très bien compris. Non. C'est, à mon avis, bon, tout le monde me connaît maintenant, je crois que tout le monde sait que Magda n'aime pas l'art contemporain. Bon, eh bien, ça fait quand même 20 ans que, bon, même plus, il y a 35 ou presque, oui, 35 ans, que Francis Bacon a exposé à Paris. Je crois que c'était au Grand Palais, peu importe, mais je suis allée à cette exposition. Et j'ai été impressionnée par la puissance expressive de cet homme. Et je pense que Francis Bacon, et je le dis dans mes conférences, dans mes cours à l'université, eh bien, j'ai toujours dit que s'il en restera un pour signifier le XXe siècle, ça va être Francis Bacon. Et tous les autres, les Picasso, tout ça, bon, ça va. Primo, secondo, leurs œuvres sont faites avec des matériaux qui s'autodétruisent. Il y a des tableaux de Picasso qui sont insauvables, puisqu'il a peint avec n'importe quoi, il a collé des papiers de journaux, il a fait des tas de choses. Bon, ça le regarde, moi j'ai rien à dire contre ça, ni pour, ni contre, mais déjà physiquement ça ne restera pas. Mais au niveau spirituel, s'il y en a un qui nous a parlé de notre époque, c'est bien Francis. C'est magnifique ce qu'il a fait. Il disait que ses œuvres, c'était des accidents. Ah, mais c'est oui, des beaux accidents. Oui, mais c'est ce qu'il disait, parce qu'il était extraordinaire. D'une humilité, j'ai jamais vu ça. Il y a beaucoup de mystère aussi. Absolument. Je pense que c'était quelqu'un de très mystérieux aussi. Oui, et puis, oui, moi je l'admire beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et son œuvre, pour moi, est un des rares qui va signifier notre époque. Parce qu'il a compris la disparition de l'homme derrière sa technique. Vraiment des hommes humiliés par des tuyauteries, qu'il est enfermé. On a l'impression que la machine le dépasse et qu'il se disloque. Il ne reste rien de l'homme. Et ça, c'est magnifiquement bien exprimé. Là. Moi, je trouve qu'une œuvre d'art qui ne m'apporte rien, un tas de machins, un tas de charbon, n'importe quoi, moi, c'est... Ouais, alors, mais quand je vois un tableau de Bacon, ça me remue terriblement. Et c'est rare, pour moi c'est le seul d'ailleurs. Peut-être un petit peu, mais malheureusement, c'est Dali peut-être. Dali, mais dans son surréalisme un peu débridé, je trouve. Je me souviendrai toujours, à l'exposition universelle de Bruxelles, j'ai vu son grand tableau, Le Christ au-dessus du monde.
Ça m'a beaucoup impressionné. Mais il n'en a pas fait beaucoup. Il a fait beaucoup de jeux, de bêtises pour s'amuser. Peut-être que, oui, il y a beaucoup qui pensent, beaucoup de philosophes qui pensent que le XXe siècle, c'est le siècle du jeu et de l'amusement. Et pour moi, la vie, c'est plus sérieuse que ça. Et plus passionnant. Donc, pour moi, c'est pas un jeu. Et pour Francis Bacon, non plus. C'est une tragédie. Et c'est très beau ce qu'il a fait. En tout cas, merci beaucoup. De rien, c'est moi qui vous remercie.